Bien, mesdames, messieurs, cher public, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci aussi au conseil départemental qui nous accueille une autre fois et sans doute pas la dernière dans ce très beau lieu de la chapelle de la Visitation. Au nom du CMO, j'adresse aussi tous mes remerciements à Robert Pike qui a très gentiment accepté l'invitation de la conférence de ce soir. Nous poursuivons donc notre cycle exploratoire de l'histoire de la guerre au XXe siècle. On avait, la dernière fois, exploré une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, une histoire, on pourrait dire, vue d'en haut, à hauteur des alliances mondiales, de terrains d'opération distants à l'échelle mondiale, de mobilisation économique, sociale et culturelle de très grande ampleur. Ce soir, la perspective est très différente, puisque nous allons explorer une histoire vue d'en bas, comme les anglo-saxons le disent, from the bottom up, à l'échelle d'un village, au ras des maisons et des individus. Une histoire qui nous est familière par sa proximité, par son cadre, par les noms évoqués. Une histoire que Robert Pike, chercheur à l'université de Cardiff, spécialiste de la France en guerre, de Vichy, de la résistance, a minutieusement disséqué pour nous. La rencontre du chercheur et de son objet d'étude, un village, une société anéantie, un jour de juin 1944, date d'une trentaine d'années, en 1993, à l'occasion d'une visite familiale. Et c'est de ce moment qu'on peut situer le début de ces questionnements, manière de nous rappeler ce que l'histoire doit à l'expérience sensible du chercheur. La conférence ce soir coïncide également avec un événement éditorial, la parution chez Flammarion, le 1er mai prochain, de l'ouvrage de Robert Pike, intitulé « Oradour Sécu, le destin tragique d'un village français, 10 juin 1944 », qui est paru en 2021 au Royaume-Uni, sous le titre « Silent Village ». Voilà la version anglaise, « Silent Village ». The Life and Death of Oradour Södland. Alors, si je donne le titre anglais, donc si je donne les deux titres, c'est pour introduire ce que je pense être le triple enjeu de la conférence de ce soir et de ce livre majeur. D'abord, l'exploration de sources d'archives les plus larges possibles, incluant, et c'est une vraie nouveauté, des sources familiales, des archives du fort privé, des témoignages des survivants, et aussi, c'est ce qui fait la nouveauté, le croisement, la confrontation, l'exploitation scientifique de ces archives, en lien avec le regard d'historien, avec les archives publiques, celles que nous connaissons. Le deuxième intérêt est de mêler les temporalités, d'insérer le récit dans le temps court de la destruction, dans le temps moyen de l'occupation et de la sortie de guerre, dans le temps long, enfin, de la vie du village, de sa sociabilité quotidienne, à hauteur des relations interpersonnelles. Enfin, le troisième intérêt vient du décentrement du regard. Et là, vous me permettrez un mot personnel, en tant que chercheur aussi, on est très sensible à ce qu'écrivent nos collègues anglo-saxons, parce que le regard qu'ils portent sur la période contemporaine en France est particulièrement fécond et donc nourrit nos réflexions réciproques, aidant à comprendre notre propre histoire. Voilà, je vous laisse 1 heure avec Robert Pike et vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir. Oui, ce soir, je parle de cet ouvrage, Oradour Sécu. Je veux dire Silent Village parce que c'est le nom de livre en anglais. Bon. Le massacre d'Oradour Södland, le 10 juin 1944, au cours duquel 643 hommes, femmes et enfants ont été cruellement tués, occupe une place infamante dans l'histoire de France. C'est le symbole d'un sacrifice
représentatif de ce que la France occupée avait été contrainte d'endurer. Le village est devenu l'histoire d'un martyr et d'une innocence. J'ai visité le site pour la première fois en 1993, à l'âge de 16 ans. Comme tant d'autres jeunes visiteurs, cette expérience est restée gravée dans ma mémoire. Aujourd'hui, en faisant visite au village martyr, un couloir situé à la fin de l'exposition permanente avant de pénétrer dans la lumière du village est transformé en galerie de visages des habitants du village, toutes nommées. Des noms italiens, espagnols, allemands, et de très nombreux exemples de noms de familles limousins, Sénon, Desorto, Brandy, Yvonneau, Thomas. C'est une communauté ancienne avec un mélange d'étrangers. C'est un village figé dans le temps, une multitude de vies éteintes mais préservées en situ. Un exemple de ce qu'une communauté rurale de la France de Vichy était devenue au moment où les Alliés avaient juste débarqué en Normandie. Ok, il faut que j'explique une décision que j'ai prise en préparant ce livre. Beaucoup de livres ont été écrits au sujet d'Orodor. Je voulais faire quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé de me concentrer sur le village et ses personnalités. J'ai décidé de me positionner comme si j'écrivais une ethnographie du village. Les récits du massacre ont tellement plus de sens quand on connaît les gens, leurs familles, les amitiés. Leur vie était précieuse. Ces noms et les détails de leur profession et leur milieu s'étaient quelque peu perdus, englobés dans une histoire singulière de martyrs et d'innocence. Un jour de folie a privé ce village ancien de son histoire millénaire. En ce qui concerne les soldats de la division SS Das Reich, j'ai décidé que mon livre ne parlerait pas d'eux comme d'autres l'ont fait. D'excellents ouvrages ont déjà été écrits sur ce sujet. On a beaucoup évoqué les noms de Lammerding, Barth, Kahn et les autres auteurs de ce crime. J'avais alors décidé d'enquêter sur les gens ordinaires et sur leur vie avant le drame. J'avais le très bon honneur de pouvoir passer du temps avec 4 survivants. Madame Camille Sénon, qui est encore en vie. Monsieur Robert Ebra, Monsieur Albert Valade et Monsieur André Desorto, qui depuis ont malheureusement disparu. Je n'aurais jamais pu entreprendre cette tâche sans l'aide de Sandre Giboin et ses collègues au Centre de la mémoire. Bon. Mon premier but était de retracer l'évolution d'Orodor entre 1939 et 1944. Moi, je m'intéresse particulièrement aux effets de la guerre et de l'occupation sur la population. Disposer d'autant de témoignages sur un même lieu est assez inhabituel. C'était donc une occasion assez unique de concentrer mes premiers efforts sur Orodor-sur-Glane avant le massacre. C'est une approche de micro-histoire. Et cette approche m'a permis de réaliser une étude de cas fascinante de la vie quotidienne par rapport à une chronologie connue. C'est un feuilleton de politique locale, de querelles familiales, de réussite commerciale, d'événements personnels, même des histoires d'amour. Les habitants d'Orodor-sur-Glane sont aussi intéressants qu'ordinaires. Dans ce livre, il s'agit de connaître les gens de la commune d'Orodor-sur-Glane dans un contexte au-delà de celui du massacre. On commence à comprendre les complexités de la vie quotidienne dans la France occupée. Je regrette de ne pas avoir pu chercher toutes les personnes. J'ai certainement emprunté le travail de nombreuses autres personnes, qu'il s'agisse d'auteurs, d'historiens, de généalogistes amateurs. J'ai pu apporter une petite contribution, si petite soit-elle, à la mémoire des victimes. J'espère et je crois que l'image que je donne de la communauté d'Orodor est exacte, même s'il n'est qu'une esquisse. J'ai également cherché à
replacer Horodour dans un contexte plus large et mieux connu. Le Centre de la mémoire, qui n'était pas encore construit lors de ma première visite en 1993, et son exposition permanente expliquent très bien comment l'événement s'inscrit dans la chronologie des années noires. Il illustre également ce qui se passait dans les environs immédiats et plus largement, et comment cette toile de fond encadre le massacre d'Horodour. Mon propre livre, tente de s'appuyer sur ces éléments en établissant un lien entre la chronologie et ces questions plus générales, d'une part, et le village, d'autre part. La liste des victimes est beaucoup plus cosmopolite, par exemple, qu'elle ne l'aurait été 5 ans plus tôt. Donc, Horodour était un village qui a connu d'énormes changements en peu de temps. Dès 1911, la mise en place d'un tramway électrique vers Limoges a permis aux citadins de se rendre encore plus facilement à Horodour, un village réputé pour ses week-ends de pêche, de restauration, de baignade. C'est pourquoi, après tout, on se souviendra plus tard d'Horodour comme un village rural français idyllique. Puis, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a profondément marqué la France, même si les champs de bataille se limitent au nord du pays. Les populations rurales ont rapidement appris à s'adapter à la mobilisation militaire de leurs hommes. Puis, plus tard, parmi les nombreux anciens combattants présents dans la région, certains portaient des traces physiques et des blessures qui diminuaient leur capacité à travailler. Les petites exploitations et les fermes familiales, nombreuses dans cette région, étaient particulièrement touchées par cette situation, ces manques de main-d'œuvre. De plus en plus souvent, le rôle des femmes au sein de la famille est étendu à l'extérieur de la maison. Le bord d'Horodour, dans l'entre-deux-guerres, voit les cafetières et les commerçants diversifier leurs activités. Cela faisait partie de la culture de l'époque, mais après la Première Guerre mondiale, il y avait aussi plein d'hommes mutilés ou disparus. C'est pour cette raison qu'un visiteur, comme moi la première fois, remarquera que le commerce de Madame Dagouri, par exemple, cimentier, ainsi que propriétaire d'un café. Elle avait perdu son mari, mais elle continuait son commerce avec l'aide de sa famille. De même, on y trouverait de nombreuses débits ou estaminets similaires, parfois une extension d'une entreprise principale. Le boucheron François Brouillard tenait un café qui était aussi un salon de coiffure et où sa femme, qui avait 67 ans au moment du massacre, confectionnait des vêtements. Lucien Molieras, oncle de Camille Sénon, Madame Camille Sénon, était le propriétaire et le gérant du Café du Chêne, près de l'église et des Halles. C'était un endroit populaire où les hommes se retrouvaient pour jouer au billard ou à la belote. Le café servait également de salon de coiffure et de magasin de chapeaux, car la femme de Lucien, Catherine, était bonnetière. Surtout, bien sûr, malgré la proximité de Limoges, Horodour-sur-Glane était une commune agricole typique. La plupart des garçons étaient destinés à quitter l'école une fois le certificat d'études en poche et à rejoindre la main-d'œuvre agricole. Les filles étaient destinées à s'occuper du foyer et éventuellement des enfants. M. Albert Valade, par exemple, a quitté l'école au cours de l'été 1943 pour travailler dans la ferme louée par son père, Jean Valade, un métayer comme la plupart des fermiers à l'époque autour d'Horodour. La sœur d'Albert, plus âgée que lui d'une dizaine d'années, s'appelait Germaine. Elle vivait dans la ferme avec le reste de la famille. Ayant épousé un homme de 9 ans, son aîné, alors qu'elle venait d'avoir 14 ans, au moment de son mariage, elle avait déjà donné naissance à une fille. 3 autres enfants suivent lorsque le couple s'installe dans la ferme. Jean Valade était ancien combattant de la Première Guerre mondiale et appréciait la main-d'œuvre supplémentaire.
C'était une situation plus ou moins atypique. Tout le monde contribue et Albert quitte l'école pour s'occuper du troupeau. Les enfants de paysans étaient autorisés des fois à quitter l'école un an plus tôt si leur père avait besoin de main-d'œuvre. Germaine, comme sa mère, aidait aux travaux des champs et de la basse-cour et cousait également pour des fabricants de textiles locaux. L'effet le plus profond de la guerre sur la commune de Rodos-sur-Glane est sans doute les vagues de nouvelles gens qui arrivent dans la région pendant les années 40. Lorsque la guerre éclate à l'automne 1939, une première vague d'évacués d'Alsace-Lorraine arrive de Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg. En même temps, c'est la mobilisation générale et la guerre. Les radeaux regardent leurs hommes partir. La dernière guerre semblait bien trop récente pour qu'il soit nécessaire de tout recommencer. Et puis, pendant des mois, il ne se passe pas grand-chose. C'était une drôle de guerre. Les hommes écrivaient à leur femme pour leur dire que les conditions n'étaient pas si mauvaises sur les lignes de défense. Des restrictions sont introduites, mais personne ne se soucie trop de la situation. Des sacrifices étaient nécessairement faits pour les soldats, pour les hommes. Lorsque l'armée allemande attaque, la défaite n'est jamais très loin. Beaucoup d'hommes sont mis dans des camps de prisonniers de guerre. Certains rentrent chez eux. Des soldats professionnels retrouvent le chemin de leur caserne avant que le bataillon ne soit presque tous dissous. Le printemps 1940, on voit arriver des réfugiés. Certains venus du nord de la France et des Pays-Bas. On prend l'exemple de Bert Coppenol et Jean Crombie, des amis venus de Roubaix. Arrivés dans une grande voiture, elles emménagent à la ferme de la Lose. Ayant vécu les horreurs de l'occupation de la guerre de 1914, les deux femmes et la fille de Jean décideront de rester. Toutes trois ont envie de devenir fermières. Elles savent que ce ne serait pas facile, mais cela aurait au moins le mérite de leur offrir une vie paisible, loin des horreurs de la guerre, loin des horreurs des bombardements et du travail forcé au nord du pays. Il y avait aussi des Parisiens, comme la famille Barthélemy ou Marguerite et Henriette Laurence et les deux enfants. La mère de Marguerite, Marie Avril, était propriétaire de l'hôtel Avril. Elle est ravie d'accueillir sa fille qui, comme les autres Parisiens qui sont venus, redoutait les bombardements et les conséquences de l'occupation nazie. La famille va se sentir en sûreté à Orodo, qui leur offre un environnement paisible pour les enfants. Vers la fin d'août 1940, un peu moins d'un après leur arrivée, 2/3 des évacués de Schiltigheim rentrent à leur domicile. Nombreux d'entre eux sont séduits par l'arrivée des nazis dans la région. Mais les Juifs doivent rester sur place. Les hôtels, remplis de nouveaux arrivants, et les logements pleins à craquer se vident à nouveau. Mais ce ne serait pas pour très longtemps. Parce qu'une troisième vague arrive en novembre 1940. Cette fois, ce sont des gens expulsés de leur maison. Les habitants de Charly, de Montreuil-Flanville, 2 petits villages de nord-est de la Moselle. Il s'agit d'un véritable ratissage de familles francophones de la région. 39 personnes arrivent à Orodo-sur-Glane. Orodo est déjà habitué à accueillir des réfugiés. Les premiers arrivés étaient des Espagnols. La guerre civile espagnole a commencé en 1936 et a entraîné l'arrivée des réfugiés dans le sud de la France. Dans un premier temps, ces réfugiés étaient hébergés dans des camps, mais le moment venu, le régime de Vichy s'est contenté de les utiliser pour
combler le manque de main-d'œuvre. Des groupements de travailleurs étrangers, GTE, ont été créés pour exploiter ces réfugiés espagnols et plus tard des juifs étrangers afin d'obtenir une main-d'œuvre moins chère. L'un de ces camps était situé à proximité d'Orodo, entre 1941 et 1942. On peut voir une photographie de la montée. Alors, c'est la ressemblance, mais ça, c'est le champ de foie à Orodo. Un petit nombre de nouveaux venus continue d'arriver à Orodo pendant le reste de l'occupation. Il s'agit principalement des jeunes envoyés à la campagne pour se mettre à l'abri. J'avance un petit peu, mais l'été 1943, peu avant son 11e anniversaire, je donne l'exemple de Marguerite Simon, qui arrive de Paris. Son oncle, le forgeron Hippolyte Redon, habite au hameau des Bordes avec sa femme Louise et leur fils Pierre. C'est la sœur d'Hippolyte, Émilie, qui envoie sa fille, où elle serait plus en sécurité dans le village sûr de son enfance. Bien avant son arrivée, le 11 novembre 1942, tout le pays a été officiellement occupé. On dit que cette nuit-là, des soldats allemands sont passés à Orodo ou à proximité. Mais à part cela, Orodo ne voit pas de soldats allemands au cours de l'occupation. Autre événement très important, en février 1943, c'est le service de travail obligatoire, l'STO, qui est introduit en vigueur pour une grande tranche de la population jeune. Beaucoup de ceux qui devaient s'y présenter pour partir en Allemagne ou ailleurs dans le Reich s'enfuient à la campagne. Certains, peu nombreux, rejoignent le maquis, mais la plupart se cachent chez des parents, des amis ou des proches. C'est ainsi que plusieurs jeunes hommes se cachent à Orodo. Les lieux ruraux, comme Orodo, sont des cachettes idéales. Le STO se transforme et à partir de 1944, n'importe quel homme devient susceptible d'être arrêté et envoyé en Allemagne. Je donne des autres exemples. Paul Doutre est charpentier de 20 ans quand il est appelé à travailler sur un chantier de la jeunesse. Quand il entend dire, il est là, il entend dire qu'il serait bientôt envoyé en Allemagne pour du travail forcé, il s'enfuit du camp et revient dans son village natal. Il vit dans le grenier de ses parents. Même le voisin ne savait pas que les parents de Paul cachaient le fils pendant 3 mois. Paul a survécu le massacre, le seul membre de sa famille. De même, à la ferme de Jean Valade, au mois de Puy, la famille d'Albert Valade abrite un cousin, Marcel Barrière, qui est jeune ingénieur de Limoges. Lui aussi a été dans un chantier de la jeunesse lorsqu'il entend dire qu'il serait bientôt déporté pour le STO. Alors, un jour, il a demandé un congé autorisé, puis il ne s'est plus jamais présenté à la caserne. Le jour de l'arrivée des Allemands, 2 frères, Maurice et Martial Bourbreuil, l'un prisonnier de guerre évadé et l'autre réfractaire de STO, sont hébergés dans l'épicerie Mercière des parents. Ils ont fait construire une cachette spéciale au cas où ils seraient un jour recherchés. Donc, comme tout village rural, Orodo-sur-Glane était un bon endroit pour se cacher et éviter d'être repérés. Surtout pour ceux qui étaient visés par les politiques de répression du gouvernement de Vichy. Par exemple, une poignée de familles juives ont pu vivre à Orodo dans une relative sécurité. Certains se cachent, d'autres vivent au vous et au-dessous de tous. Certaines de ces familles étaient originaires de Schiltigheim, de la première vague de réfugiés. Il y avait la famille Kanzler, il y avait Joseph Bergman, arrivé avec sa femme et son enfant, qui travaillait comme coiffeur au Café du Chêne.
Il était un membre populaire de l'équipe de football du village. Il cachait à ses clients qu'il était allemand, mais pas qu'il était juif. Notre famille, Robert Pinède, installe sa famille à Oradour-sur-Glane après l'expropriation de son entreprise de tannage à Bayonne. Grâce à son statut social, il a pu y rester jusqu'à la mi-1943. Lorsqu'il ne peut plus rester, il se dirige vers Saint-Junien, un autre centre important de tannage, mais c'était impossible de trouver un logement. On lui dit alors qu'Oradour-sur-Glane est très bien équipé pour accueillir les réfugiés. Sa mère, Gabrielle, s'installe à l'hôtel Avril. Robert Pinède loue 2 appartements, un pour ses filles adolescentes et leurs frères, et un autre en face pour lui et sa femme. La famille ne se cache pas pendant la journée, mais M. Pinède, lui, il a peur de la nuit. Pourquoi? Il cache à sa famille qu'il travaille toujours pour des agences des Juifs. Donc il est bien au courant avec les rafles qui se produisent partout. Ces 2 filles commencent à vivre pleinement la vie dans le village. Elles ne portent plus l'étoile jaune et elles ne ressentent pas le besoin de se cacher. Le voisin immédiat de la famille Pinède, Jean Roumy, avait été président de la section d'Oradour de la Légion pétainiste. Roumy était considéré par certains comme pétainistes, mais les 2 ménages sont devenus de solides amis. Les bijoux de la famille Pinède, par exemple, ont été confiés à la famille Roumy par Robert Pinède. C'est un des nombreux paradoxes de la vie dans la France de Vichy. On pourrait continuer à croire au vainqueur de Verdun tout en rejetant l'occupant et le gouvernement de Vichy. La confiance dans le gouvernement diminuait depuis 1941, mais on avait toujours confiance à Pétain. Dans les communes rurales comme Oradour, c'est moins évident que peut-être dans les villes. C'est parce que dans les villes, les gens souffraient. Dans les villages, les effets de guerre étaient moins sévères. D'ailleurs, Oradour-sur-Glane était un cas particulier. Pourquoi? Le tramway électrique assure une liaison importante avec Limoges, où les denrées alimentaires se font de plus en plus rares. Au cours des années 1942 à 1944, la société et l'économie locale sont au fur et à mesure renversées. Les rayons des magasins de ville se vident. Acheter du lait, du beurre ou des légumes à des paysans devient une habitude pour beaucoup de familles citadines. Et trouver et maintenir des contacts est quelque chose de très important. Les balades à bicyclette de samedi à la campagne prennent tout le sens, car elles sont le seul moyen légal, à part le pied, de se déplacer seul, en évitant les contrôles sur la route. À vélo ou en train, il était facile d'arriver jusqu'aux hameaux des environs du bourg d'Oradour. Donc, des villages comme Oradour, dans son cadre idyllique, profitent d'une certaine mesure de ces visiteurs de la ville. Le train devient plus utile encore pour les paysans. Parce qu'en direction de Limoges, le train, normalement, s'arrête habituellement à un octroi, où toutes les marchandises des paysans destinées au marché de Limoges devaient être déclarées et une taxe payée. Comme les producteurs évitaient le coût de voyage en ville, ainsi que les taxes destinées aux Allemands, leur vie devient pour eux un peu plus facile et moins chère. À Oradour-sur-Glane, comme ailleurs, il était encore possible de vivre relativement bien. Tout est relatif, bien sûr, mais il y avait des avantages à être à la campagne. Les agriculteurs, les bouchers, les boulangers évitent habilement certaines des restrictions imposées par Vichy. Trouver du pain constituait un problème pour tout le monde, mais à la campagne, c'était plus facile qu'en ville. Des habitants demandaient à leurs amis paysans de leur en cuire
car chaque ferme, c'est le monsieur Valade, avait sa four. Si on achetait du pain, ce n'était pas très bon. Mais si vous pouviez trouver de la farine blanche, le pain pouvait être pas mal. D'autre part, les paysans avaient eux aussi le problème. Vichy prêche le retour à la terre, mais les promesses de Pétain sont rapidement balayées par les véritables projets d'Hitler. C'est faire de la France une nouvelle armoire de provisions pour le Reich. Excusez-moi. Entre le prix du bétail réquisitionné, les rations de pain réduites à 350 grammes et le manque de chaussures et de vêtements pour le travail, un problème très important, il devient de plus en plus difficile d'échapper aux exigences de Vichy. Mais la réquisition de marchandises pour l'Allemagne était dans le Limousin moins grave qu'ailleurs peut-être. Ici, les exploitations étaient le plus souvent de petites fermes produisant juste assez pour permettre à la famille métayère de vivre, avec un peu plus pour vendre, même si c'était sur le marché gris plus tard. Les conséquences de la politique de réquisition étaient sérieuses, mais comme les habitants de communautés telles qu'Orodor ne souffrent pas autant qu'en ville, par exemple, ils ne ressentent pas le même désir de changement. Ils étaient largement satisfaits d'exister et de se débrouiller. Bon, donc on me demande parfois s'il y a des histoires personnelles qui m'ont particulièrement touché. Je vais commencer avec la première qui m'a vraiment affecté. Je vais commencer avec Madeleine Bonnet. C'est une pupille de l'assistance publique. Une personne très ordinaire. Elle était placée avec Jean Mercier, qui, avec son fils René, tenait une épicerie dans la partie basse du village, en face de l'église. Madeleine lui servait de femme de ménage et aidait également à l'épicerie. Finalement, il y a 4 ans peut-être, on a trouvé cette photographie. C'était pendant la période que j'effectuais mes premières recherches. Et Sandre Giboin, au CDM, a partagé la photo avec moi. Ses amis appelaient Madeleine Mado. Et elle a laissé le souvenir d'une jeune fille souriante et joyeuse. Monsieur André Desorto, avec qui elle était amie, se souvenait bien d'elle quand je lui ai dit son nom. Il l'a décrit comme une jeune fille drôle et rayonnante. Et il parlait d'elle, et juste parler d'elle lui a donné le sourire. La prochaine, je passe à Robert Penaud. Lui aussi était pupille de l'assistance publique. J'ai découvert à travers plusieurs lettres dans son dossier que la sœur de Robert, avec qui il ne s'entendait guère et qui s'était mariée et a tenté d'adopter Robert, peut-être c'est normal parce qu'on recevait une somme d'argent pour s'occuper d'une pupille de la nation. Alors j'ai lu dans une lettre écrite par Robert lui-même que cette proposition était un grand malheur. Il se sentait chez lui aimé avec Marie et Jean Lameau à la ferme d'accueil à Bellevue. Lucie Moreau, aussi dans la photographie, qui avait remplacé la sœur de Robert à Belleville, était devenue presque une nouvelle sœur âgée, avec qui il se sentait à l'aise, il se sentait content, enfin. Robert voulait rester où il était. Il avait, juste avant le massacre, appris que ça a été accepté. Il a appris que c'était possible de rester. Il y a tant d'autres exemples. Et je regrette que je n'ai pas le temps, mais je voulais donner ces 2 exemples qui m'ont beaucoup touché. Bon, donc ce soir, je ne présente pas un récit du massacre,
parce que, en écrivant le livre, mon objectif était toujours, et reste, les habitants et le village d'Oredo-sur-Glane, le vie définie par la vie et non par le mort. Mon livre contient un récit, on dit, multidimensionnel du massacre, tel qu'il a été raconté par des personnes qui ont survécu pour témoigner. Je sais bien que Oredo est un sujet sensible et difficile. Comme historien, il faut se souvenir que la France occupée était composée de gens de toutes sortes. Et Oredo en était guère différent. Si le massacre n'aurait pas eu lieu, un nombre de personnes, un nombre d'habitants aurait choisi sans doute de résister d'une manière ou d'une autre. Un nombre aussi petit aurait peut-être choisi la collaboration, même si en juin 1944, la défaite des nazis était plus ou moins assurée. Au cours des années noires, la plupart des gens faisaient ce qu'il fallait pour survivre, changeant parfois de camp de fonction de leurs propres besoins à un moment donné. Trop souvent, le choix n'entre même pas en ligne de compte. L'étude d'Oredo-sur-Glane m'a montré qu'elle n'était exempte d'aucune de ces caractéristiques, soit positives, soit négatives. En juin 1944, le soutien au maréchal Pétain s'était affaibli, mais certains croyaient encore au vainqueur de Verdun, sans doute. Y avait-il de la résistance à Oredo? Il y avait quelques personnes qui étaient sensibles, qui distribuaient sans doute de la propagande, par exemple. C'était ce qu'on appelle des légaux. On sait qui c'était, on a trouvé des documents. Mais il y avait un maquis, bien sûr que non. Le proche était à des kilomètres. L'activité maquisarde dans les villages était très rare. Bon, on revient au cousin d'Albert Valade. Marcel était réfractaire de la SDO. Son nom est parmi la liste des morts. C'était le destin peut-être ce jour-là pour lui, parce qu'il a décidé d'aller se faire couper les cheveux au bourg. S'il serait resté dans la ferme de Mois de Puy ce samedi matin-là, il aurait peut-être survécu. Le Mois de Puy est situé à l'extérieur du périmètre de la rafle des habitants. Il y a un moment de mon entretien avec Albert Valade que je n'oublierai jamais. En ce moment-là, il avait du mal à lever les yeux de son bureau. Une chose que l'on connaît moins, il m'a dit, c'est la souffrance et sa durée pour les habitants des villages. Par les images, il parle des hameaux. Les hameaux n'ont pas été détruits, ils sont restés intacts. Mais il n'y avait plus d'enfants. Et ce n'est pas une exagération, il n'y avait plus d'enfants. Ce jour-là, le 10 juin 1944, les écoles étaient remplies d'enfants, des hameaux environnants. Beaucoup de ces hameaux étaient à l'extérieur du périmètre. Chaque matin, les élèves se rassemblaient en groupe et se rendaient à pied à l'école à Oredo. Le 10 juin 1944, de nombreux parents ont été pris de panique, car la fumée montait et les rumeurs se répandaient. L'engagement de Germaine, le sœur d'Albert, envers ses propres enfants, ne s'est jamais démenti. Elle s'est rendue au cordon pour tenter de récupérer ses enfants à l'école. Tragiquement, elle a été tuée. On n'a jamais trouvé Marguerite Simon, la fille de Paris, mais elle a dû aller à l'église avec son institutrice, Denise Bardet. Le jour où les soldats sont arrivés, Denise fêtait son 24e anniversaire. Elle avait prévu de pédaler les 2 petits kilomètres qui la séparaient de son domicile
pour un bref déjeuner de fête avec sa mère. À l'école des garçons, Odette, dite Dédé, Couty, passe son dernier jour avec la classe avant la fin de son contrat. La recherche des classes d'enfants et de leurs enseignants a été une partie très difficile de cette recherche, bien sûr. Parmi les enfants, il n'y avait qu'un seul survivant, Roger Goffrin, 8 ans, originaire de Moselle. Il obéissait ses parents. Il lui a dit « Quand tu vois un soldat allemand, tu cours ». Il l'a fait, mais il était seul. Même ses sœurs ont suivi le reste de la classe, menée par leur instituteur. Revient aux frères Beaubreuil qui sont restés dans leur cachette jusqu'à ce que le feu les a obligés à sortir. Lorsqu'ils sont sortis par la porte arrière pour fuir vers la glane, ils ont enjambé le corps de cette pauvre Madeleine Bonnet, 17 ans, pupille de l'assistance publique. Elle avait réussi à échapper à la rafle, on ne sait comment, mais elle est revenue à l'épicerie. Les frères Beaubreuil entendaient tout. Ils savaient qu'au même moment, des soldats étaient à l'étage. Madeleine est revenue. Donc, découverte, Madeleine a été abattue sur le champ. Et ça, c'était le bout de cet ouvrage. Reconnaître les victimes comme individus avant le massacre. Derrière chaque nom se cache l'histoire d'une vie. La liste des victimes n'est plus seulement un tableau de statistiques et de données. Elle devient un patchwork, une tapisserie d'histoires et de thèmes interdépendants. D'ailleurs, l'ouvrage présente également le contexte historique régional, nécessaire pour qu'on comprenne la raison pour cet événement tragique. Pour moi, ce n'est pas un mystère. Mais ça, c'est mon avis. Je ne développerai ce point ici. Il suffit de dire que si Rodor-sur-Glane n'avait pas été choisi pour la destruction, un autre village aurait été choisi. Un village différent mais similaire, isolé, facile à encercler, sans résistance armée. Telle est, à mon avis, la tragique réalité. Merci beaucoup.